Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grands débats, sur les grands événements qui ont pris place ici en Égypte et quand même sur la scène régionale. Par tous les prix, l'Égypte essaye d'éteindre tout le feu qui touche la région, alors que dans l'autre côté, on trouve que la partie israélienne ne représente qu'un baril explosif sur le terrain. Et l'occupation israélienne, l'armée de l'occupation israélienne essaye partout le moyen de se prétendre d'être le pompier, l'agent de police de la région, mais sur le terrain, on trouve que c'est né, encore une fois, un baril explosif. Donc, je parle de ça à la lumière de ces dernières agressions perpétrées par l'occupation israélienne contre la souveraineté de l'État syrien. Comment l'Égypte a réagi envers ça? C'est ce qu'on va savoir avec plus d'explications, mais je dois quand même vous rappeler que dans la deuxième partie ou dans la partie économique, nous allons parler de la nouvelle technologie concernant la transition verte. Je crois que l'un des problèmes de cette région proche-orientale, c'est que cette région possède beaucoup de potentialités, notamment dans le domaine d'énergie. Auparavant, c'était le combustible ou le fuel combustible, fossile plutôt. Et aujourd'hui, c'est les ressources nouvelles et renouvelables. Donc, peut-être ça ranime de plus en plus les convives des autres pays du monde. Donc, avant de commencer toute discussion, nous devons saluer notre invité de marque, M. Raouf Gaafar, notre expert et notre analyste politique et économique. Vous êtes toujours bienvenu sur notre international. Merci beaucoup d'être avec nous au studio. Et donc, pour commencer très rapidement, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, intensifie ses contacts afin d'apaiser les tensions sur la scène régionale. Le chef de la diplomatie a eu une série d'entretiens téléphoniques, notamment avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le directeur général de l'Agence internationale d'énergie atomique, l'AUA, Raphaël Grossi. Lors de ces entretiens, le ministre des Affaires étrangères a évoqué l'importance de promouvoir des solutions pacifiques et de reprendre une négociation sur le programme nucléaire iranien. Des idées, des visions ont été également échangées sur les moyens de consolider le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël et de faire progresser le processus politique et pacifique. Sur un autre plan, l'entretien avec M. Steve Witkoff a porté sur les efforts intensifs actuellement déployés pour parvenir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, la libération des otages et de prisonniers, l'acheminement sans entrave des aides humanitaires à Gaza. Le ministre Abdelati a également évoqué la proposition égyptienne d'organiser une conférence internationale en Égypte sur la reconstruction de Gaza. Donc, pour commencer notre analyse, je dois vous poser une question très essentielle concernant comment vous trouvez le rôle égyptien qui essaye par tous les moyens d'éteindre le feu dans la région. Je viens de vous proposer les efforts égyptiens afin de consolider ce cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. C'est-à-dire, on a vraiment pitié. Des efforts continu, colossal, des défis partout qui se présentent chaque jour. Et nous sommes là pour essayer de calmer les affaires autour de nous, mais ça continue, ça ne cesse pas. Des efforts, comme je viens de dire, politiques, des efforts géopolitiques, etc. Et franchement, c'est une situation terrible. Voilà, vous disiez maintenant une agression envers la Syrie, et sous n'importe quel prétexte. On ne veut pas détailler les prétextes parce que le Premier ministre israélien, il sait bien que si jamais un jour passe sans une guerre, il va être emprisonné. C'est pour ça qu'il essaye, sous n'importe quelle raison, sous n'importe quel prétexte, d'inventer des raisons.
Donc, avant d'arriver au dossier syrien, j'aimerais encore une fois vous poser cette question concernant qu'est-ce que l'Égypte peut faire actuellement afin de consolider ce cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, et afin que les conflits ne s'étendent pas et ne se prolongent pas. Espérons que le cessez-le-feu continue. Nous savons bien que Israël n'a jamais reconnu les résolutions de l'ONU, n'a jamais respecté la volonté internationale, et elle fait ce que bon lui semble n'importe quand. Voilà, on a cessé physiquement les combats entre les deux pays, mais on ne peut jamais prédire qu'est-ce qui peut arriver demain. On essaye, l'Égypte essaye, comme je viens de dire, sur un plan régional, sur un plan moyen-oriental, sur un plan même international, de consolider, comme vous l'avez dit, cette truce, cette paix. Trêve, oui. Exactement. Justement, il y a presque 48 heures, il y avait des réactions présidentielles vis-à-vis à des déclarations faites par Donald Trump concernant sa volonté et ses efforts, selon lui, sincères sur le terrain afin de mettre fin au conflit au niveau régional dans la bande de Gaza, au niveau international, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les conflits au sein de l'Afrique, notamment le barrage de la Renaissance. Donc, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a salué de telles déclarations. Ma question, comment ça va impacter le niveau de relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis, et à quel point vraiment Trump possède cette volonté sincère ou possède quand même des moyens sur le terrain afin de concrétiser cette volonté, entre deux guillemets, encore une fois, sincère selon ses paroles? Bon, on commence par ce qui nous concerne le plus. Le barrage de la Renaissance. D'ailleurs, le président Trump avait dit à plusieurs reprises que ça a été financé d'une manière... avec une grande stupidité américaine. Mais on parle de fait accompli. Moi, je suis certain et confident que certainement l'Amérique, les États-Unis, a des atouts qui peuvent lui permettre de faire franchement, ce qu'elle veut faire sur Terre, si jamais cette volonté est vraie. Mais il peut exercer une très grande pression sur l'État éthiopien pour justement arriver à... D'ailleurs, on avait à l'époque, quand Trump était en 2016. la première fois, ils ont signé un certain accord qui n'a pas été respecté malheureusement par l'Éthiopie. Et maintenant, peut-être, il peut faire de façon à ce que cette fois-ci, ça soit pour de bon et qu'on aboutit à une conclusion qui soit pour l'Égypte juste et confortable et qui dure le plus long possible. Donc oui, l'Amérique, les États-Unis, le président américain a suffisamment de moyens et d'atouts pour justement renforcer sa volonté et faire ce qu'il devait faire d'ailleurs pour l'Égypte. Donc deux questions avant d'arriver au dossier syrien concernant Gaza. Si vraiment Trump possède la volonté et les atouts, ou quand même les cartes de pression sur le terrain, notamment sur le gouvernement de Netanyahou, est-ce que nous allons avoir non seulement un cessez-le-feu, mais plutôt une trêve et la fin de la guerre, ou plutôt je parlais justement de la pression de la volonté de l'Amérique sur l'Éthiopie. On n'a pas parlé d'Israël. Ce qu'il peut faire, à mon opinion, il peut exercer une certaine pression sur l'Éthiopie pour aboutir, comme on vient de dire,
à une solution qui soit juste à propos de l'eau du Nil. De l'eau du Nil. Oui. Mais à propos d'Israël, ça c'est un grand point d'interrogation. Oui. Je pense que c'est de l'autre côté, c'est-à-dire je pense que la volonté israélienne, c'est elle qui s'impose sur M. Trump et sur l'Amérique. Ça c'est malheureux, mais c'est ce qu'on voit. On va voir, il va essayer, il va justement l'autre jour on trouve un président américain qui essaye d'être un lauréat de paix, de prix Nobel. Surtout que et de l'autre côté, on trouve un Premier ministre qui essaye de se sauver la peau. Absolument. Et l'autre jour, il lui a présenté une nomination pour le prix Nobel. C'est-à-dire, ce sont des rigolades. Mais en principe, on peut espérer que si jamais, franchement, le président Trump est sérieux. D'ailleurs, on doit se rappeler que même après qu'il a été au pouvoir, il avait dit que pas de guerre, tout le monde sera en paix, je vais arrêter tout ce qui arrive, conflits russe-ukrainiens, les conflits du Moyen-Orient, Gaza, etc. Tout va s'arrêter. On n'a rien vu depuis 6 mois. Mais plutôt, il y a une sorte d'extension de ces feux au niveau régional et international. Certainement, les conditions sont beaucoup meilleures. C'est aujourd'hui qu'ils étaient 6 mois passés. Et espérons que ça continue. Et sur le plan Gaza, moi, j'ai un sentiment interne que les choses ne vont pas se prolonger beaucoup. 21 mois de guerre, d'agression israélienne contre les Palestiniens, les civils palestiniens dans la bande de Gaza, c'est une honte contre l'humanité, comme il a déclaré au niveau onusien, au niveau mondial, et ainsi de suite. Mais l'Égypte a évoqué, à travers son ministre égyptien des Affaires étrangères, la proposition égyptienne d'organiser une conférence internationale égyptienne sur la reconstruction dans la bande de Gaza. Est-ce que si cette conférence va avoir lieu, est-ce que ça sera sur la base du plan égyptien ou plutôt sur la base du plan américain? C'est-à-dire, je dois reformuler ma question, est-ce que Trump a renoncé à toutes ces déclarations, tous ces plans pour éliminer, expulser les Palestiniens hors de leur territoire, avoir une bande de Gaza en tant qu'une riviera méditerranéenne, ou plutôt comme c'était déjà établi par l'État égyptien, les Palestiniens doivent être sur leur terre et il y aura une sorte de reconstruction. Et à mon opinion, on ne peut pas déplacer 2-3 millions de Palestiniens de la bande de Gaza. C'est complètement absurde. Donc la reconstruction de Gaza doit prendre lieu avec les Palestiniens là-bas. Oui. On ne peut pas les déplacer. Que ce soit transformé en riviera ou pas de riviera, qui va faire la reconstruction, une conférence internationale pour la construction de Gaza. Il y aura certainement beaucoup de pays qui vont participer, etc. Qui va faire ceci, exécuter ceci. Probablement l'Égypte va avoir une partie assez importante, mais la chose essentielle, c'est d'arrêter les atrocités qui prennent lieu chaque jour jusqu'à aujourd'hui à la bande de Gaza. Oui, atrocités israéliennes contre la population civile palestinienne. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'on trouve que, entre deux guillemets, les Israéliens, les occupants israéliens, prétendent être le pompier et intervenir en Syrie par beaucoup d'agressions
par conséquent, on trouve que l'Égypte a condamné les attaques israéliennes récurrentes contre les territoires libanais et syriens, affirmant qu'elles représentent une sévère atteinte à la souveraineté des deux pays arabes frères, une violation flagrante du droit international et des résolutions des Nations Unies. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a souligné l'importance de respecter la souveraineté du Liban et de la Syrie, refusant totalement toute ingérence dans les affaires intérieures des deux pays. L'Égypte a également souligné l'importance de respecter l'intégrité et la sûreté des territoires libanais et syriens. L'Égypte a par ailleurs indiqué que les attaques israéliennes récurrentes vont approfondir la tension, constitueront un élément d'instabilité dans ces pays frères et dans la région. Dans le même contexte, le Parlement arabe a exprimé sa ferme condamnation à la dénonciation des attaques israéliennes répétées sur le territoire du Liban et de la Syrie, qui constituent une violation flagrante des principes de droit international et une grave menace à la souveraineté des États et à la stabilité de toute la région. Le Parlement arabe a également souligné que la poursuite de ces attaques inacceptables accroîtra la tension, l'instabilité dans la région et s'inscrit dans une politique systématique visant à imposer un fait accompli par la force des armes au mépris total de la légitimité internationale et des résolutions pertinentes de l'ONU, du Conseil de sécurité. Le Parlement a affirmé son soutien total et entier au Liban et à la Syrie dans la préservation de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale, de la sécurité de leurs citoyens, appelant la communauté internationale à prendre des mesures urgentes et immédiates pour mettre fin à cette dangereuse escalade. Donc, mon cher invité, ma question va porter à quel point cette logique de force et d'imposer par la force le fait accompli sur le terrain, c'est toujours le cas pour Israël et par conséquent, Israël, c'est le fer de lance des États-Unis. Par conséquent, on va trouver qu'il y a toujours des conflits, il y a toujours de nouveaux faits accomplis sur le terrain et toujours on reste presque les bras croisés, alors que le Liban et la Syrie a été une autre fois violée par l'occupation israélienne. Très malheureux. C'est une situation vraiment très triste et très malheureuse. Et la raison du plus fort est imposée dans la région. Israël intervient et se mêle de problèmes régionaux dont ils n'ont rien à faire. Une fois, sous prétexte de, disons, combattre Hezbollah, maintenant que Hezbollah n'existe plus, on commence à défendre les minorités en Syrie, Druze, etc. C'est-à-dire il y a toujours un prétexte et il y a toujours une raison pour intervenir. Malheureusement, la situation en Syrie, nous savons tous qu'ils sont très incapables de faire n'importe quoi. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de moyens pour se défendre. Et on entend parler disons, d'accords qui vont être signés prochainement entre les pays de la région, divisant les terrains d'une manière ou d'une autre, que ce soit vrai ou pas, mais je veux dire que l'intervention israélienne, d'ailleurs, est complètement contre les lois internationales. Ils n'ont jamais obéi, ils n'ont jamais reconnu ce genre de lois. L'ONU, pour eux, ça n'existe pas, et qu'ils font ce que bon leur semble, et sous prétexte que c'est pour leur intérêt, que nous, on ne peut pas le voir. Il n'y a aucun intérêt. Et le monde, je pense que si on a compris, le monde sans doute a compris la même chose, c'est que c'est une affaire très, très personnelle qui a affaire avec M. Netanyahou. C'est son propre statut qui est menacé. C'est pour ça qu'il sait bien que si jamais les conflits se terminent, il y aura des problèmes internes. D'ailleurs, nous avons vu le cabinet, il y a quelques partis qui ont
démissionner, c'est-à-dire son gouvernement... Se diriger vers l'effondrement. Absolument. Et il a justement une majorité de une personne, il a 61. Ouais. Donc il sait que sa situation est très fragile et qu'il doit continuer à faire ça pour essayer de garder au moins... Le fait de violer la souveraineté de la Syrie sous prétexte de protéger des minorités, comme les Druzes, qui sont des Syriens, des Arabes. Comment vous analysez, si je peux dire, cette façade de pompiers? Une façade complètement ridicule, à mon opinion, parce que, c'est-à-dire, quand je me bagarre avec mon frère, je n'ai pas besoin de mon voisin de venir, c'est-à-dire, c'est une chose interne, Druze avec les autres factions syriennes, c'est un problème interne, sans doute qui va être résolu d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est la fin de ce mois de miel avec la Turquie qui héberge également Ahmed el-Shara, le président syrien actuel? Oui, elle l'héberge parce qu'elle a des intérêts. C'est-à-dire elle a des problèmes avec les Kurdes, donc elle rêve qu'elle va se débarrasser d'eux et leur donner un petit territoire. C'est-à-dire chacun, maintenant que le territoire syrien est tellement fragile et tellement faible, tout le monde veut une partie du gâteau. C'est pour ça que, encore une fois, on voit que les pays de voisinage montrent des intérêts, mais à la fin du compte, c'est pour leur propre intérêt qu'ils se mêlent. Oui. J'aimerais vous poser une question concernant à quel point vous trouvez que tout ce qui passe actuellement sur le terrain n'est qu'une partie des convives de grandes puissances comme la puissance américaine ou des puissances régionales comme Israël, afin de mettre la main sur les ressources naturelles dans le domaine énergétique de ces pays arabes. Je parle de ça, où nous allons quand même vous donner plus d'espace concernant ça après un petit reportage concernant le Moyen-Orient qui se dirige vers un avenir énergétique de plus en plus diversifié, intégrant de plus en plus les énergies renouvelables tout en continuant à jouer un rôle clé dans l'approvisionnement mondial en combustibles fossiles. La région riche en ressources solaires et éoliennes mise sur ces énergies pour réduire sa dépendance du pétrole et du gaz et pour atteindre ses objectifs de neutralité. Mais encore une fois la question avant de vous laisser regarder ce reportage, est-ce que vraiment le fait d'avoir des ressources naturelles et renouvelable peut vraiment aussi sur la scène proche-orientale changer les paysages économiques mondiaux? Ça sera l'une de nos questions qui vont être posées sur notre invité. Le Moyen-Orient possède un potentiel considérable pour l'énergie solaire et éolienne avec des projets de grande envergure déjà en développement. La région cherche à diversifier son mix énergétique en réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles en investissant dans les énergies renouvelables pour son propre approvisionnement et pour l'exportation. Les gouvernements de la région soutiennent activement cette transition avec des objectifs ambitieux et des politiques favorables aux énergies renouvelables. Des défis persistent, notamment en matière de coûts de financement et de capacité du réseau électrique pour absorber la production d'énergie renouvelable. Le Moyen-Orient reste un acteur majeur d'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, avec d'importantes réserves et une production significative. Le Moyen-Orient joue un rôle de plus en plus important dans la transition énergétique mondiale, en particulier en ce qui concerne l'hydrogène et les technologies propres.
La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Moyen-Orient continuera de croître avec une augmentation prévue des capacités installées. La région continuera d'attirer des investissements dans les technologies propres et l'hydrogène avec des événements qui mettent en avant les opportunités. Le Moyen-Orient pourrait devenir un leader dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène, contribuant à la décarbonation de l'économie mondiale. L'avenir de l'énergie au Moyen-Orient est marqué par une diversification vers les énergies renouvelables tout en maintenant son rôle crucial dans l'approvisionnement mondial en combustibles fossiles. La région est à l'aube d'une transformation énergétique qui façonnera son paysage économique et son influence sur la scène internationale. Dont toutes les ressources d'énergie dont dispose la région, est-ce que c'est l'une ou l'un de ces problèmes concernant le fait que Israël et son allié, les États-Unis, essayent de faire une sorte de mainmise sur les ressources naturelles de la région? À mon opinion, non. Je ne penserai pas. D'ailleurs, si on parle des ressources sur le plan gaz, etc., qui existent dans la région est-méditerranéenne, déjà Israël elle a recours à la plus grande partie, c'est-à-dire... Oui, mais après le fait de faire chuter le régime, de faire chuter l'État syrien, je pense, ça va, mais c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de faire ça pour mettre leurs mains sur les ressources de gaz qui existent là-bas. Et sur le plan énergie renouvelable, vous avez parlé d'énergie solaire. Bon. Si on parle théoriquement, Israël a le désert de Negev. Si jamais 10%, 20% de la superficie du Negev est transformée en station solaire, et ils auront suffisamment d'énergie renouvelable et propre pour leur suffire. C'est-à-dire, ce sont tous des prétextes. À mon opinion, très personnelle, tant qu'il y a le combustible fossile qui existe et qui est moins marché que l'énergie solaire, etc., on va utiliser cette énergie. Jusqu'à ce que les quantités ne soient pas économiques, donc on va chercher quelque chose d'autre. Mais étant donné que ça existe, ça va continuer. Nous avons, comme vous l'avez dit, des ressources, des déserts à n'en plus finir, un soleil qui existe 360 jours par année, donc il n'y a pas meilleur pour générer tout ce qu'on peut sur le plan énergie solaire. Oui. Ça peut être un peu cher. Donc ça nous mène à une autre question, à quel point où le Proche-Orient peut changer le paysage économique mondial dans la prochaine période à travers le fait d'avoir deux ressources mixtes, énergie fossile et énergie propre, nouvelle et renouvelable. Propre, nouvelle et renouvelable, c'est pour le bien de la terre. Ce n'est pas pour l'Égypte ou la Syrie ou l'Israël. En tant qu'il y a des émissions qui peuvent franchement menacer notre atmosphère, nous avons des problèmes. Oui. C'est pour ça que nous bougeons un peu envers l'énergie propre. Oui. Et c'est normal. Et bien que le Moyen-Orient, la région de notre région, c'est la région, peut-être une des régions qui avec des émissions minimum. Donc nous ne participons pas aux dégâts qui arrivent à propos d'émissions, etc. Oui. Mais nous avons certainement des possibilités et nous avons beaucoup de potentiel. Espérons bien qu'on l'utilise bien et, comme vous avez dit, on peut transformer franchement la face de la Terre
de notre région. Oui. On va aller donc vers un autre reportage qu'on a sur les énergies dans notre région proche-orientale. L'Égypte a lancé sa stratégie nationale pour l'hydrogène bas carbone visant à diversifier ses sources d'énergie et à réduire ses émissions. Cette tragédie prévoit une augmentation du PIB de 18 milliards de dollars et la création de plus de 100 000 emplois d'ici 2040, selon le site de l'Organisation pour l'hydrogène vert. L'Égypte ambitionne de devenir un hub d'hydrogène en Afrique, notamment avec des projets comme la Furb International Tower qui sera alimentée à 75% par de l'hydrogène propre. L'Égypte travaille avec la France sur des projets d'hydrogène vert, notamment un accord de 7 milliards d'euros pour une usine à Ras Shukr. Un projet d'hydrogène vert de 3,5 milliards de dollars est prévu en Égypte, mené par la société saoudienne Alphanor. L'Arabie saoudite a quant à elle annoncé sa stratégie nationale pour l'hydrogène, visant à produire 1,2 million de tonnes d'hydrogène vert et atteindre 10% de la demande mondiale d'ici 2030. Le pays prévoit également d'exporter son hydrogène vers l'Europe et l'Asie. L'Arabie saoudite attire des investissements importants dans l'hydrogène vert, notamment 8,5 milliards de dollars pour le projet phare en Arabie saoudite, NEOM, et 10 milliards de dollars dans des entreprises du PIF. Des partenariats avec des pays comme la Corée du Sud, l'Allemagne et les Pays-Bas sont également en cours. L'Égypte et l'Arabie saoudite sont toutes deux engagées dans des projets d'hydrogène vert ambitieux avec des stratégies nationales et des partenariats solides pour soutenir leurs objectifs. Donc notre invité, et comment vous trouvez l'importance d'avoir un partenariat entre l'Égypte et l'Arabie saoudite au niveau régional pour s'engager de plus en plus dans de tels projets de production d'hydrogène vert? L'hydrogène vert, c'est certainement une énergie très propre et la demande va augmenter d'une année à l'autre. Alors quand on joint les mains avec un partenaire comme l'Arabie saoudite pour une coproduction, comme vous l'avez dit dans votre rapport, qui peut arriver à satisfaire 10-15% de la demande mondiale. Donc on crée une demande qui peut être bénéficiaire pour nos économies, certainement, et être un joueur important sur le plan énergie dans le monde entier. Donc certainement. Donc c'est important pour eux d'accélérer les pas vers la transition verte pour l'agriculture, l'industrialisation, les opportunités d'emploi. Absolument, tous les emplois, mais en plus, on peut exporter ceci. Et c'est voulu, c'est demandé, surtout dans les pays industriels. Alors si jamais, comme je viens de dire, on est un producteur, on arrive à être un producteur important, ça va changer au moins notre position, ça va nous donner un peu plus de force, un peu plus de capacité sur le plan mondial. C'est pour ça que peut-être on essaye d'aller vite avec ces projets pour, comme vous avez dit, d'ici 5 ans, 6 ans, on est très bien placé sur le plan production de cette nouvelle énergie. Et le fait d'avoir ce mix énergétique ou d'arriver à accélérer la transition verte, ça attire beaucoup l'attention de grandes compagnies industrielles mondiales vers l'Égypte? Absolument. Absolument. Comme je viens de dire, ça attire d'un côté, et de l'autre côté, ça satisfait leurs demandes. Donc des deux côtés, c'est bien. Il
c'est toujours très, même sur le plan santé, d'aller dans cette direction. Comme on vient de dire, on a la capacité, on a les ressources pour devenir un joueur important dans cette industrie. Et je pense que, comme je viens de dire, ça va changer notre, disons, statut dans le monde. Monsieur Raouf Gafar, notre cher invité, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différents dossiers qu'on a aujourd'hui, des dossiers concernant la bande de Gaza, l'Iran, Israël, cette agression israélienne contre la souveraineté syrienne, mais aussi le dossier de l'énergie. Merci encore une fois. Merci. Merci, bonsoir. Vous, même chose pour vous, chers téléspectateurs, merci. Et avant de vous quitter, je dois vous proposer ce reportage toujours concernant les énergies au niveau proche-oriental, au niveau de l'Égypte spécialement. Merci, à la prochaine. Le cartel estime que la demande en or noir devrait augmenter de 1,3 million de barils par jour en 2025 comme en 2026 pour s'établir respectivement à 105,1 millions de barils par jour et 106,4 millions de barils par jour au total sur chacune de ces années, selon ce rapport qui réévalue mensuellement ses projections en fonction des évolutions de la conjoncture. Ces prévisions sont inchangées par rapport à celles émises dans ses précédents rapports de mai et juin. Avant cela, dans son rapport d'avril, le cartel avait légèrement revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2025 et 2026 de 1,4 million de barils par jour à 1,3 million de barils par jour, notamment en raison des annonces de droits de douane américains. Selon l'OPEP, l'économie mondiale continue de montrer des dynamiques saines avec une consommation privée solide et des ventes au détail résilientes soutenant la croissance dans les principales économies. Cependant, note l'organisation, les incertitudes de nature commerciale refont surface à l'approche de l'échéance fixée au 1er août pour conclure des accords avec l'administration américaine qui mène depuis plusieurs mois une bataille commerciale à coups de menaces de hausse de droits de douane. Le rapport de l'OPEP anticipe toutefois que des accords commerciaux raisonnables seront conclus avec la plupart des pays partenaires commerciaux des États-Unis, ce qui contribue à atténuer l'incertitude économique. L'OPEP estime qu'en 2025 comme en 2026, l'essentiel de la croissance de la demande pétrolière sera tiré par les pays non membres de l'OCDE.